Je reprends par rapport au contrôle pédagogique. Le contrôle pédagogique dans le cadre de l'instruction dispensée à domicile a pour double objectif de vérifier que l'enseignement est conforme aux droits de l'enfant à l'éducation et qu'il est dispensé pour les enfants d'une seule famille. Ce contrôle se déroule en français conformément à la loi. Ce qui est dit, c'est qu'il est donc adapté à chaque enfant, prenant en compte son âge, ses besoins particuliers et les choix éducatifs de sa famille. La réglementation exige que le contrôle comprenne un entretien avec au moins une personne responsable de l'enfant, où sont présentés les choix éducatifs, les méthodes et supports pédagogiques utilisés. L'enfant peut être présent à cet entretien selon son intérêt, déterminé après discussion entre les parties. De plus, les travaux réalisés par l'enfant sont présentés afin de vérifier l'effectivité de son instruction et son acquisition des connaissances du socle commun. Des exercices écrits ou oraux adaptés aux objectifs pédagogiques sont effectués par l'enfant à la demande du contrôleur. Il convient de veiller à ce que les exercices et leur durée soient adaptés à l'âge de l'enfant et à son état de santé. Le contrôle ne vise pas à comparer le niveau de l'enfant à celui d'un enfant scolarisé, mais plutôt à évaluer sa progression par rapport aux objectifs éducatifs fixés par sa famille en référence au socle commun de connaissances et de compétences. Il s'agit d'un outil de dialogue entre les personnes responsables de l'enfant et les contrôleurs permettant de suivre et d'apprécier l'évolution de ses apprentissages. La prise en compte des besoins particuliers de l'enfant. La prise en compte des besoins éducatifs particuliers de l'enfant lors du contrôle pédagogique nécessite une préparation minutieuse. Les personnes chargées du contrôle recommandent aux responsables de l'enfant de fournir divers éléments, tels que les méthodes pédagogiques, les supports utilisés et les éventuels aménagements nécessaires. Pendant le contrôle, une attention particulière est portée à l'adaptation des exercices en fonction des besoins spécifiques de l'enfant, notamment en termes de support, de temps, de communication, d'outils d'aide et d'environnement de travail. Afin de préparer au mieux le contrôle, il est vivement recommandé que les personnes chargées du contrôle conseillent aux personnes responsables de l'enfant de produire préalablement au contrôle un document donnant tout élément utile à son bon déroulement. Donc c'est le dossier pédagogique. Où dedans, on stipulerait les méthodes pédagogiques mises en œuvre et la progression retenue, les horaires et l'emploi du temps de l'enfant, les supports pédagogiques utilisés, des travaux réalisés par l'enfant, une présentation de l'espace où se déroule l'instruction, et tous les éléments relatifs à la scolarité en cas d'inscription au CNED, libre ou à tout autre organisme d'enseignement à distance. Il est donc conseillé que les personnes responsables de l'enfant informent la personne chargée du contrôle des soins éventuels dont bénéficie l'enfant, par exemple accompagnement par un service de l'éducation spéciale, de soins à domicile, CESAD, un professionnel médical, médico-social, intervenant libéral, etc. Donc si l'enfant dispose d'aménagements, d'adaptations ou d'outils pédagogiques spécifiques, au regard de ses besoins éducatifs particuliers, ils peuvent être représentés et explicités à la personne chargée du contrôle. Les personnes chargées du contrôle s'appuient sur le matériel pédagogique adapté, utilisé par les responsables de l'enfant, et peuvent apporter du matériel pédagogique spécifique lors du contrôle, lorsqu'elles en ont été informées. Il est donc recommandé de recourir aux ressources disponibles sur la plateforme Cap École Inclusive ou sur EduScol ou d'autres sites spécifiques. Le Cartable Fantastique, les centres de ressources autisme, CRA, Canal Autisme, en fonction des besoins de l'enfant. Les personnes responsables du contrôle peuvent être assistées par des spécialistes de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Ces experts évaluent la qualité de l'enseignement dispensé et proposent des aides adaptées à l'enfant. Il est donc crucial de veiller à la bienveillance, c'est ce qui est écrit, et à l'écoute lors du contrôle, en tenant compte des capacités de l'enfant au-delà de son âge. Il ne s'agit pas de le faire pleurer, de le mettre en stress et qu'il sorte complètement démoralisé. Donc c'est pour ça que le vademecum est important. Le contrôle annoncé. Ce passage détaille la procédure des contrôles annoncés pour les enfants instruits à domicile. Lorsque la date du contrôle est communiquée aux responsables de l'enfant par l'autorité académique, ceux-ci doivent être informés un mois à l'avance. Ils peuvent invoquer des motifs légitimes pour reporter le contrôle, tels que la maladie de l'enfant ou des difficultés de transport. Si le motif est valide, un nouveau contrôle est programmé dans un délai minimum d'une semaine. Le contrôle inopiné. Ce passage explique la procédure des contrôles inopinés pour les enfants instruits à domicile. Ça va souligner que ces contrôles peuvent être effectués sans préavis, notamment dans les situations où l'enfant est en danger ou risque de l'être, comme dans le cas d'une suspicion d'emprise sectaire ou de radicalisation. Les contrôles inopinés visent à garantir la sincérité des observations en évitant les préparations artificielles. Cependant, leur utilisation doit demeurer exceptionnelle et justifiée. Le texte détaille également les préparatifs nécessaires pour ces contrôles, donc ils expliquent bien comment ils doivent s'y prendre, y compris le partenariat élargi avec les autorités judiciaires en cas de suspicion grave. Il précise les modalités d'information des personnes responsables de l'enfant et les situations où un motif légitime peut faire obstacle au contrôle inopiné, tel que la maladie de l'enfant ou l'absence des responsables au domicile. En cas de refus du contrôle injustifié, des rappels légaux sont effectués, il y aura donc un nouveau contrôle qui sera programmé après donc la justification du motif de refus.
Toutefois, le contrôle organisé au domicile ne peut intervenir sans le consentement des personnes responsables de l'enfant. Donc les représentants de l'autorité académique ne peuvent pas entrer au domicile sous la contrainte. Si l'accès au domicile leur est refusé, il s'agit donc d'un refus de contrôle qu'ils doivent constater. Les suites réservées au premier contrôle. Après un premier contrôle, un bilan est envoyé aux responsables de l'enfant dans un délai de 3 mois. Ce bilan donc ne doit pas se référer à un niveau scolaire, mais informer sur les acquisitions de l'enfant par rapport au socle commun de connaissances. En cas de résultats insuffisants, les responsables sont prévenus et un second contrôle, qui ne peut être inopiné pour cette fois, est organisé dans un délai d'1 mois. Si le contrôle ne peut avoir lieu avant la fin de l'année scolaire, il est reporté à la rentrée suivante. Si des manquements graves sont constatés comme des situations de danger pour l'enfant ou une possible emprise sectaire, l'autorité est informée pour prendre des mesures appropriées, y compris un signalement au procureur de la République. Après un second contrôle jugé insuffisant ou en cas de 2 refus de contrôle sans motif légitime, les responsables de l'enfant sont mis en demeure de l'inscrire dans un établissement scolaire, public ou privé. Cette mise en demeure doit être suivie dans les 15 jours par l'inscription de l'enfant. Si cette obligation n'est pas respectée, les parents encourent une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Le non-respect de cette mise en demeure doit être signalé au procureur de la République. De plus, si malgré cette mise en demeure, l'enfant est déclaré en instruction à domicile, ils doivent être scolarisés au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante. La conduite de l'entretien avec les personnes responsables de l'enfant. Dès le début de l'entretien avec les personnes responsables de l'enfant, la personne chargée du contrôle observe l'enfant, son autonomie, ses jeux, et prête attention aux échanges spontanés qu'elle peut avoir avec l'enfant. Elle n'hésite pas à privilégier les échanges avec l'enfant au dialogue engagé avec les adultes, même si celui-ci se poursuit par intermittence. Cette relation bienveillante, qui est très importante donc avec l'enfant, est nécessaire pour le mettre en confiance et qu'il puisse montrer ce qu'il sait et sait faire. Également être interrogé sur les activités, leur temps libre, les loisirs, les créations, les sports, leur fréquence, les jeux et jouets, les outils numériques utilisés, la fréquentation d'autres enfants, la sphère familiale, l'environnement proche, les amis, les voisins, l'accès à l'actualité et aux médias, les fréquentations des lieux culturels tels que la bibliothèque, les musées, le cinéma, les projets de vie, par exemple si vous voulez poursuivre cette scolarité telle qu'elle, l'orientation future, pourquoi vous êtes amené à effectuer l'instruction en famille. Donc ça c'est bien légitime, d'accord? Ces questions-là sont bien légitimes et bien stipulées dans le Vademecum. En ce qui concerne donc cette observation pédagogique et des connaissances et compétences de l'enfant, en parallèle ou à la suite de l'entretien, la personne chargée du contrôle propose de l'enfant concerné des situations pédagogiques qui permettent de situer ses acquisitions de connaissances et de compétences au regard des attendus de la fin du cycle correspondant de sa tranche d'âge. Cette fin, elle instaure donc un climat bienveillant, de collaboration, de confiance, en rassurant l'enfant, en présentant l'activité, en lui expliquant, en recourant à du vocabulaire simple, en reformulant, en lui permettant de répondre aux questions, en reformulant donc les consignes, et l'enfant peut montrer ce qu'il sait faire et en être content et être reconnu. C'est pourquoi, à côté de ses parents, l'enfant doit se sentir pris en compte dans les premiers contacts avec la personne qui réalise le contrôle, dans la mesure du possible. Et dans ce cadre, ils doivent donc adopter une posture suivante, c'est-à-dire rester neutre, se garder de tout jugement, éviter tout a priori, être le plus précis possible dans les réponses apportées aux personnes responsables de l'enfant, être à l'écoute, dans l'échange, le respect mutuel, y compris en cas de désaccord d'ordre pédagogique et didactique, valoriser la bienveillance et la positivité des acquisitions repérées chez l'enfant, se référer au texte officiel autant que besoin. Enfin, une synthèse orale est formulée à destination des personnes responsables. Donc, on vous dit un compte-rendu oral, la présence de l'enfant est donc possible. Cette synthèse souligne les objectifs atteints et ce qu'il faudra effectuer pour progresser. Il y aura donc une grille d'observation qui sera remplie, et ces grilles d'observation sont dans le Vademecum. Vous avez le cycle 2 et le cycle 3, vous pouvez vous y référer pour pouvoir préparer par exemple votre contrôle. Le bilan de l'inspection. Le bilan du contrôle de l'instruction dispensée à domicile doit respecter les critères précis et être réalisé dans un délai de 3 mois après le contrôle initial. Ce bilan, dépourvu de tout jugement subjectif, doit décrire de manière précise les connaissances et les compétences de l'enfant dans chaque domaine d'apprentissage du socle commun de connaissances et de compétences et de culture. Il doit également mentionner si le choix pédagogique sont susceptibles de garantir l'acquisition de ce socle. Dans sa rédaction, le bilan doit éviter de se référer au niveau scolaire d'une classe, mais plutôt aux compétences attendues pour rendre compte des méthodes pédagogiques utilisées, des supports, des travaux de l'enfant, etc. Structuré en plusieurs parties, le bilan commence par une introduction comprenant les informations sur le déroulement du contrôle, puis il détaille les méthodes pédagogiques employées, les travaux de l'enfant, et enfin, il évalue ses connaissances et compétences dans chaque domaine du socle commun. Les conclusions et recommandations du bilan doivent être claires et fournir des conseils concrets aux responsables de l'enfant pour l'aider à progresser. Par exemple, les objectifs spécifiques peuvent être proposés par des indications sur les progrès attendus. Ces recommandations doivent être expliquées oralement lors de l'entretien final pour assurer la compréhension et leur applicabilité.
Les recommandations spécifiques du contrôle en maternelle. Le contrôle de l'instruction à domicile pour les enfants d'âge maternel nécessite une approche spécifique en raison de leur jeune âge et des raisons qui ont motivé ce choix pédagogique. La nouvelle obligation scolaire dès l'âge de 3 ans vise à combattre les inégalités linguistiques, soulignant donc l'importance de l'acquisition précoce du langage. Les visites du contrôle doivent établir un climat de confiance avec les parents et l'enfant, favorisant ainsi des échanges ouverts et constructifs. L'entretien initial permet de mieux connaître l'environnement familial de l'enfant, ses langues parlées, son expérience sociale, les activités qui lui sont proposées. La bienveillance et l'écoute sont primordiales pour établir un lien de confiance entre les parents et comprendre leur motivation. L'observation directe de l'enfant durant le contrôle est essentielle. Des activités adaptées à son âge et à ses capacités sont proposées pour évaluer ses compétences linguistiques, numériques, motrices, etc. Le bilan du contrôle se base uniquement sur les observations et les échanges, avec des conseils orientés vers les objectifs d'apprentissage du cycle 1 et du socle commun. Enfin, à l'issue du contrôle, les parents sont informés de tous les éléments qui seront inclus dans le bilan. Vous devez savoir, vous ne devez pas être surpris. Les recommandations pour le contrôle dans le secondaire. L'objectif est de vérifier la réalité de l'instruction dispensée et l'acquisition des compétences du socle commun, tout en respectant les méthodes pédagogiques choisies par les parents. Le contrôle comprend un entretien avec les parents pour discuter avec les méthodes d'instruction et les choix éducatifs, suivi d'une observation des travaux réalisés par l'enfant et des preuves écrites ou orales pour évaluer ses connaissances. La durée moyenne du contrôle est d'environ 1h30 et peut varier selon les besoins de l'enfant, avec un temps spécifique pour chaque enfant si plusieurs sont instruits à domicile. L'entretien vise à comprendre les motivations des parents, les méthodes pédagogiques utilisées. Les parents déclinent leur identité et présentent donc la personne chargée de l'instruction, etc. Les échanges portent sur les habitudes de travail de l'enfant, son accès à la culture, à l'information, à la socialisation. L'observation de l'enfant se fait en présence ou en l'absence des parents, en assurant qu'ils se sentent en confiance. Les examens proposés sont adaptés au support utilisé par l'enfant, couvrent les domaines du socle commun. Les évaluations sont individualisées et ne visent pas à comparer l'enfant encore une fois à un niveau de classe standard. Le bilan du contrôle est factuel et centré sur les observations et les échanges. Il évalue donc les acquis de l'enfant par rapport aux objectifs. Vous avez donc tout ça qui est en annexe et qui est à la fin du Vademecum que je vous invite à lire. Merci, à bientôt les parents débrouillards et merci encore.